Je l'ai énoncé brièvement ce matin, je suis de base éducateur spécialisé, sociologue, sur un programme Jeunes en errance du CUID Addiction, historiquement, avant de quitter cette institution et d'être délégué général de Tapage France maintenant. Après avoir créé le programme Tapage, mis en place et modélisé le programme Tapage sur le CUID Addiction et dans le cadre du programme Jeunes en errance. De manière globale, pour une approche très pragmatique et une focale CUIDienne, pour le dire comme ça, Comité d'études et d'information sur les drogues, donc SAPA-CARUD. Comment on peut intégrer la dimension santé, santé mentale et addiction dans la prise en charge de publics qui n'en font absolument pas la demande, mais qui pour autant en ont le besoin. C'est la base et le paradigme sur lequel nous, on travaille les choses. Et une de nos entrées, ou l'entrée principale pour ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout la notion d'aller vers. La notion d'aller vers qui est mis à toutes les sauces actuellement, mais qui néanmoins est nécessaire d'être regardé de plus près au prisme de la réduction des risques tel qu'on peut l'utiliser. Alors historiquement au CUID, c'est dans les racines même du comité d'études et d'information sur les drogues, puisque le CUID est un des 3 premiers, suite à la loi de 70, associations à se monter sur le territoire, et sur le modèle de la Free Clinic aux États-Unis. Donc dès 72, l'ensemble des acteurs, que ce soit psychiatres, médecins ou éducateurs, étaient en travail de rue. Il n'y avait quasiment pas de lieu d'accueil fixe. Donc on a cette philosophie de base de l'aller vers et de l'accompagnement, et tout ça c'est monté avec les époques et les institutionnalisations sur la mise en place des boutiques par la suite, des programmes d'échange de seringues et des réflexions globales qui intégraient toutes les nouvelles apports qu'il pouvait y avoir avec le MDR par la suite ou les traitements des syndromes post-traumatiques qui étaient intéressants à accompagner. L'idée pour nous, c'était toujours de mettre en place des réponses pragmatiques par rapport à des demandes d'urgence traduites par les usagers, et que nous, on devait accompagner à faire relire en termes de réponse, en termes de réduction des risques, mais réduction des risques globale. Soyons clairs, on a eu un petit échange et un jeu avec à midi sur la prégnance du médical sur le social. La réduction des risques dans sa définition est une réduction des risques globale, oui, mais il y a une prégnance en France, on le sait de manière historique, avec le drame de l'urgence de la réponse des années 80, de la RDR médicale sur la RDR sociale. Et donc une prise en charge globale et une réflexion globale de la RDR qui est nécessaire pour être dans une réponse ciblée par rapport à l'attente des personnes. Je vais passer outre les différentes actions qu'on a pu faire effectivement en réponse directe à ces publics. Sur le programme Jeunes en errance, c'est aller sur des halles des arts de la rue, sur un programme qui s'est appelé Prodomo de logement prioritairement ciblé en 2008 suite aux manifestations des Don Quichotte et aux fonds d'expérimentation jeunesse qui ont été mis en place pour répondre à la question des logements de ces problèmes, de ces publics spécifiques. Alors d'une part, ça vient questionner ce que ciblait ce matin Sylvain Mathieu, c'est-à-dire qu'un fonds d'expérimentation, on en fait plein en France, hein, des accélérateurs d'innovation, on en fait plein en France. Comment on vient pérenniser derrière les actions ? Comment une petite action, comme ça a été présenté tout à l'heure, n'est pas une petite action par la volonté de Ikedo et la volonté des acteurs, mais une petite action par la capacité à aller chercher du fonds et à avoir un fonds qui puisse être stabilisé pour monter en puissance des acteurs qui ont une vraie vision et un vrai cap sur le développement de leur programme. De manière globale, tout ça nous a amené à la recommandation telle que tu le demandes est peut-être un peu fort, mais en tout cas, quelques points qui nous semblent être communs sur l'ensemble des aventures qu'on a pu vivre. Actuellement, voilà, Tapage est une aventure qui se stabilise. Prodomo aurait pu tout autant stabiliser. On ne sait pas pourquoi. Une fois les fonds d'expérimentation sortis, on est en difficulté financière pour les poursuivre. C'est toujours les difficultés qui apparaissent. Alors, d'un côté, oui, il y a cette question des pérennisations. D'un autre côté, il y a la démarche intégrée qui doit se penser dans une véritable façon d'impliquer l'ensemble des acteurs. On le voyait sur la cartographie telle qu'elle a été mise en place, sur Ikedo. Je parlais ce matin de la cartographie de Tapage et de Tapage France avec
cette vraie nouvelle considération que peut avoir la société civile sur l'accompagnement de ces problématiques. Très clairement, il y a aussi la reconnaissance et l'implication du savoir expérientiel à valoriser. Et quand je dis valoriser, c'est pas simplement être dans une reconnaissance type loi 2002 avec ce fameux dossier unique qui représente la personne et qu'on met au milieu de la salle de réunion pour dire que c'est la personne qui est au milieu d'entre nous pour en discuter de la chose. On est véritablement sur une nécessité de devoir penser maintenant la coparticipation, la co-construction avec ces acteurs qui soient usagers, quel que soit le terme qu'on peut utiliser. Et cette approche expérientielle, oui, elle doit être rémunérée dans les interventions, bien sûr, mais je suis désolé, dans la formation aussi. Chacun d'entre nous, quand on se forme, on est sur un temps de travail et c'est un temps qui est valorisé, questionné comme ça. Donc voilà, il y a tout un ensemble de démarches à faire par rapport à ce qu'on considère comme étant l'implication des publics et la co-construction avec les publics. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'était que il y a un concept nord-américain qui nous semble très prégnant, nous, au CUD, c'est celui de no wrong door. Ce qui veut dire, en gros, il n'y a pas de mauvaise porte poussée par le public. Si la demande est ici et maintenant, elle se justifie de plein fouet parce qu'elle est la sienne et qu'elle émerge ici et maintenant comme ça. Donc on ne peut pas se permettre derrière de créer, nous, de l'itinérance institutionnelle par du re-référencement ou autre. On doit être en capacité sur un territoire de monter en compétence collégiale l'ensemble des acteurs. Bien sûr qu'après, il y a des jeux, il y a des tensions. Bien sûr qu'on peut se questionner pourquoi on met en place en même temps l'emploi d'abord, ou je ne sais pas comment tu as appelé ça, Karl, et tapage en même temps sur Bordeaux. Parce qu'on est dans des prises de jeux d'acteurs, nous ne mentons pas, on est un acteur social aussi, et qu'il y a besoin de faire vivre nos associations, et que tout ça, on est pris dans ces prismes-là. Et en même temps, il y a nos questions par rapport à nos publics et comment on accompagne les publics. Mais fondamentalement, cette idée de no wrong door, c'est l'idée de se dire, attention, c'est pas rien de pousser la porte, d'aller s'auto-étiqueter en tant que personne ayant un problème et allant pousser la porte d'une personne pouvant nous accompagner. On ne peut pas se permettre, on ne peut plus s'autoriser maintenant à dire « vous avez poussé la mauvaise porte ». À nous maintenant d'aller chercher une réponse et un accompagnement global par rapport à la sollicitation de la personne. Le deuxième élément que j'aime, moi, pousser par rapport à ça, puisqu'on me parlait de cette question de mauvaise porte, et pour pousser la rhétorique par rapport à ça, c'est celle de la porte tournante. Le syndrome de la porte tournante qui veut que, de manière générale, on nous explique que, bah oui, regardez, il s'est mis en action, mais derrière, bah, ça n'a pas donné grand-chose, il n'a pas un emploi. Monsieur Pachou nous le disait ce matin, mais deuxième, troisième, quatrième expérience, de toute façon, c'est une capitalisation de la première expérience. C'est pas juste la quatrième qui est la victoire et les autres qui sont des échecs. C'est une capitalisation. Et il y a un besoin de travailler et d'accompagner au-delà de la bonne conscience qu'on peut avoir dans notre microcosme. On est entre nous, on est tous persuadés de toute façon ici, mais on est très peu par rapport à la question politique qu'on a apportée là pour que l'ensemble des acteurs et que les politiques publiques puissent nous ouvrir des nouveaux sillons d'accompagnement par rapport à ça. Donc il y a vraiment quelque chose à les sculpter dans cette idée de porter le fait qu'on n'est pas sur un syndrome de porte tournante, qu'on est vraiment dans des trajectoires de vie qui sont en train de s'étayer et de continuer à avoir. Et ça rejoint peut-être une partie des échanges qu'on avait ce matin sur le fait d'aller chercher par rapport à ça des items d'évaluation, puisque comment on peut évacuer la question du syndrome de la porte tournante si on n'est pas sur des items d'évaluation qui peuvent nous permettre de manière transversale d'imaginer qu'il n'y a pas un échec dans l'emploi parce que l'emploi s'arrête et qu'on part sur un parcours de soins parce qu'on est dans une approche intégrée cohérente qui fait qu'on jongle de l'un à l'autre entre le soin, l'emploi ou le logement, mais que chaque critère pour la directe ou pour autre acteur n'est pas un critère de sortie négative ou de sortie positive, mais une continuité de parcours qui est à valoriser dans l'ensemble. Et là, on a une responsabilité collective, encore une fois, d'évaluation par rapport à ça. Tout ça pour dire, de manière globale, et pour finir sur une petite vignette que l'on proposait ensemble. Tout ça pour dire que c'est complexe. C'est complexe, mais il ne faudrait pas se tromper auprès de nos interlocuteurs. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué nécessairement. Ça veut dire qu'on est dans un monde complexe, on le sait bien, avec un système d'acteurs qui nous nécessite de brasser tout ça de manière systémique. Et que l'approche intégrative, ce n'est pas de la coordination, ce n'est pas une approche complexe, c'est une approche qui doit avant tout simplifier et être dans la simplification, dans le lien entre les professionnels et dans le lien avec les acteurs accompagnés. De ce point de vue-là, il me semble qu'on a aussi une dernière responsabilité, qui est la responsabilité de devoir
trouver collégialement, nous là, les quelques-uns, qui sommes tous dans cette salle, une façon de pouvoir amener à l'interlocuteur politique public une façon d'appréhender ça de manière globale. C'est-à-dire la question qu'on se pose actuellement, en tout cas au niveau tapage et avec d'autres acteurs, c'est est-ce qu'on n'est pas dans le changement de paradigme dont on commence à tous parler ce matin, mais on n'arrive pas vraiment à le définir. Le changement de paradigme ne serait pas celui, quelque part, de, au-delà des expériences qui sont saupoudrées de quelques financements de manière séquencée par les politiques publiques sur premières heures, tapage, un chez-soi, housing first, working first. Est-ce que derrière cette dynamique housing first, working first, on n'a pas une dynamique globale de acting first, de mise en action prioritaire de nos publics qu'il faut valoriser par rapport à ça? Et dans ce choix-là et dans cette directive-là, nous avons choisi d'aller avoir aussi des outils de lobbying sur lesquels on espère être rejoint très vite par la DIAL et d'autres acteurs. Le AFD est déjà à l'intérieur duquel Acting First est en train de capitaliser des ensembles d'interviews de chercheurs au niveau international. On va se rapprocher, M. Pachou était très intéressé de la chose, de se rapprocher de lui très prochainement pour voir ça. Et je vous propose voilà, une petite vignette qui n'était absolument pas prévue, merci du coup de nous autoriser à le faire, mais qui, à mon avis, éclaire aussi cette réflexion-là.